Bien, donc on va commencer maintenant notre séance. Comment je vais structurer la séance? La séance sera structurée en plusieurs parties. Donc la première partie sera réservée à la présentation générale du cours, puis nous allons faire une application en relation avec le chapitre marché. Je répondrai bien sûr aux différentes questions si vous en avez bien sûr. Donc, comment je vais structurer cette séance? On va commencer premièrement par la présentation de ce que nous allons faire cette année. Et puis, je vais par la suite présenter, je vais prendre un exercice à partir duquel on va comprendre ensemble le fonctionnement d'un marché en concurrence pure et parfaite. Bien sûr, cette semaine, on a commencé le cours de microéconomie et vous étiez invité, bien sûr, à assister à cette réunion. Mais si tout va bien et en fonction de vos disponibilités, peut-être que je programmerai une autre séance de regroupement par semaine, c'est-à-dire on aura une séance où vous allez être tous les groupes ensemble. On va faire une séance pour la présentation du cours et une autre pour la correction de quelques activités. Bien sûr, ça c'est en fonction de mes disponibilités et en fonction de ce qu'on a comme planning au niveau de vos cours, bien sûr. Je vais vérifier ça au niveau du calendrier. Est-ce que vous recevez, bien sûr, est-ce que vous m'entendez convenablement? Est-ce que vous m'entendez convenablement? Oui, Bien, parfait. oui, Oui, Parfait. Je vais partager l'écran de mon ordinateur et comme ça, vous allez voir une petite présentation qui va être réservée à la présentation du cours. Donc, la présentation va vous parvenir maintenant. En principe, maintenant, vous allez recevoir l'écran de mon ordinateur. Bien sûr, vous allez confirmer la réception de l'écran. C'est bon, vous voyez l'écran de l'ordinateur? oui, très Parfait. bien. Parfait. oui. Donc, Oui, c'est bon. voilà. Donc, en fait, c'est le programme de cette année, comment nous allons procéder. Donc, vous voyez que au total, on a 5 chapitres. Nous allons commencer, et on a déjà commencé par une introduction générale. Donc, je vais utiliser la couleur bleue. Voilà. Donc, on a déjà commencé par le cours de l'introduction de la matière, où il s'agit bien sûr de parler des notions d'ordre général en relation avec l'économie. Et puis, on a commencé par un premier chapitre qui est intitulé Le marché, qui comporte 3 parties. La demande, on va expliquer par la suite qu'est-ce que la demande, l'offre aussi, et puis l'équilibre du marché. Donc, cette partie sera à laquelle nous allons réserver une série de TD qui va être bien sûr liquidée en une semaine. Donc, vous voyez que notre planning est très serré. On aura une semaine par chapitre presque ou carrément 2 semaines maximum. Donc, on n'aura pas le temps, bien sûr, de rater une semaine. Donc, le deuxième chapitre traitera du comportement du consommateur. Nous allons voir comment le consommateur mesure sa satisfaction grâce à la notion d'utilité. Nous allons voir par la suite les courbes d'indifférence pour voir comment le consommateur peut substituer un bien à un autre. Puis nous allons vérifier sa contrainte budgétaire pour arriver à la fin, au niveau d'un troisième chapitre, à l'équilibre du consommateur. Puis, en fonction de cet équilibre-là, nous allons définir quelques courbes, en particulier la courbe de consommation revenu, la courbe d'Engel, la courbe de consommation prix. Et puis, nous allons vérifier la sensibilité de la demande d'un consommateur à la variation d'un certain nombre d'indicateurs, en particulier le prix, le revenu et les prix des autres biens. Donc ça, c'est pour le troisième chapitre. Après le troisième chapitre, vous allez être invité à faire une première évaluation. C'est une évaluation en ligne qui va être sous forme
d'un QCM qui englobe la grande partie, ou plutôt la première partie du cours. Puis, après ce DS en ligne, nous allons nous concentrer sur le comportement du producteur. Donc, le comportement du producteur, nous allons faire la fonction de production à court terme. Nous allons voir les coûts à court terme, puis nous allons faire la fonction de production à long terme et aussi l'équilibre à long terme. Donc, globalement, ça c'est le programme. Bien sûr, on aura une évaluation finale à la fin de ce cours, plus un examen. Les supports de cours qui sont à votre disposition sont multiples. C'est-à-dire, vous avez certainement constaté qu'il y a des PDF, il y a aussi carrément des sites web qui sont embarqués sur la plateforme où vous pouvez trouver des éléments ou bien des vidéos animées. Il y a plusieurs séries de TD, il y a des exercices corrigés, mais principalement, il y a carrément toute une série de vidéos. Actuellement, vous avez presque 57 vidéos qui décrivent la totalité du cours, c'est-à-dire des explications de tous les passages du cours sont enregistrés sous forme de vidéo. Donc, vous pouvez facilement les utiliser pour comprendre les différentes parties du cours. Et vous avez aussi des forums de discussion. Ces forums de discussion, nous allons les utiliser pour interagir avec vous. Bien sûr, vous devez poster vos messages au niveau de ces forums. Si vous ne postez pas de messages, pour nous, on ne peut pas, bien sûr, comprendre ou bien saisir le fait si vous avez bien compris le cours ou non. Donc, personnellement, j'exige en fait que vous interagissez sur les forums. Et cette année, on va procéder de sorte que ceux qui déposent des bonnes questions auront des notes et ceux qui répondent à leurs collègues auront aussi des notes. C'est-à-dire, j'explique autrement, si aujourd'hui on est mardi, on est mercredi plutôt, si vous postez un message sur un forum, je ne vais pas intervenir rapidement, je vais laisser ce message 48 heures et vous avez à répondre à vos collègues. Donc vous allez chercher au niveau du cours ou bien vous allez chercher ailleurs afin de trouver la réponse à cette question. Je noterai la réponse et je noterai aussi la question afin que vous puissiez avoir des bonnes notes. Bien sûr, je noterai, cela ne veut pas dire des sanctions, mais des points de bonification pour ceux, bien sûr, qui souhaitent améliorer leurs notes à la fin de l'année. Voilà, si vous permettez, je vais aller maintenant vers la plateforme pour vous montrer quelques éléments de cours qui sont à votre disposition. Certainement que vous avez déjà commencé par visualiser la plateforme. Donc, au niveau de votre espace de cours, vous allez trouver au niveau du cours, déjà, ça c'est une vidéo qui présente le cours. Vous avez ici à gauche, à droite de votre écran, carrément la chaîne YouTube qui est consacrée à ce cours, qui englobe bien sûr actuellement, ça fait 52 vidéos qui sont très développées, qui vont vous aider à comprendre le cours. Déjà aujourd'hui, j'ai mis à votre disposition un exercice corrigé pour que vous puissiez bien sûr comprendre le fonctionnement de l'équilibre. Donc ça, c'est une vidéo nouvelle. Et là, c'est l'enregistrement d'hier, de la séance d'hier. En même temps, vous avez juste en bas, donc je vais aller directement au cours du marché. Donc là, vous avez une version, un cours qui est très développé, qui comporte pas mal d'éléments que vous pouvez bien sûr le consulter. C'est un site web carrément qui est imbriqué au niveau de cette plateforme qui comporte la totalité du cours. Vous avez aussi le même cours qui est en format PDF pour ceux qui veulent le télécharger. En plus, vous avez à chaque fois des vidéos qui sont réparties en fonction des différentes parties du cours.
Donc, au niveau du premier chapitre, vous avez les hypothèses. Il y a des vidéos qui concernent les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Vous avez aussi des vidéos qui concernent la demande du marché, des vidéos qui concernent l'offre et puis des vidéos qui concernent l'équilibre du marché. C'est le forum qui va être réservé à vos questions. Je ne répondrai jamais à des questions personnelles, c'est-à-dire ceux qui m'envoient par mail ou bien par message privé des questions, je vais pas répondre. Je ne réponds que si vous utilisez les forums de discussion. Pour poster une question, vous allez cliquer à ce niveau-là et puis vous allez vers le bouton Ajouter une question et vous allez poster votre question. Juste pour indication, tout le cours est presque disponible sur la plateforme et nous allons l'afficher petit à petit. En plus du cours, vous allez trouver des annexes. Au niveau de ces annexes, ce sont des résumés du cours. Donc là, vous avez quelques résumés des différentes parties du cours. Vous avez aussi quelques séries corrigées, donc ils seront affichés au fur et à mesure qu'on avance au niveau du cours. Et vous avez aussi plusieurs examens qui datent carrément de l'année. Il y a pas mal d'examens, carrément. Presque il y a 20 ou 25 examens qui sont à votre disposition, que vous pouvez bien sûr les faire, Inch'Allah, au cours de l'année. Voilà, donc ça c'est d'une manière générale par rapport à ce qu'on peut faire ou bien ce qu'on vous propose comme ressources au niveau de la plateforme. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non, ça va. J'ai une question par contre. Oui, très bien. En fait, معلوش علاقة كبيرة بالكور mais juste معناتها avant de commencer et tout donc أنا باكسيون soit عندي برشا على القراية donc par rapport à cette matière est-ce que je suis censée نعاود نرجع بلتيلي les bases معناها نتاع la matière وإلا je me contente بالcontenu اللي أنت تعطيه لنا معناتها باش ما نضيعش وما نضيعش زيادة برشا وقت في القراية معناها في la révision quoi. Vous aurez besoin simplement de ce que nous allons, ce que je vais produire comme cours. Le cas échéant, il y a certainement des rappels que je vais vous donner quelques rappels, principalement d'ordre mathématique. Ça va être proposé au moment opportun. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, merci. D'autres questions? Les autres? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? باردون ليه نحب نسألك وين نجموا نلقوا l'enregistrement نتاع les sessions هذوما مش هذوما Ben, donc, pour cette année, les enregistrements, donc au niveau de l'espace de cours, donc je partage encore une autre fois, je vais revenir au partage de l'écran. Donc voilà. Donc pour les enregistrements, vous allez trouver systématiquement, une fois qu'on termine la séance, normalement hier j'ai fait l'enregistrement j'ai fait la séance du groupe 11, donc l'enregistrement est déjà disponible au niveau de la première partie du cours, c'est-à-dire, donc ça c'est pour l'année 2022. L'année 2023, c'est-à-dire cette année, vous avez les enregistrements qui sont là. Vous pouvez cliquer pour trouver les différents enregistrements. Donc là, c'est l'enregistrement de la séance d'hier. Okay? C'est l'enregistrement de la séance 26/9/2022. Donc demain, Inch'Allah, si tout va bien, vous allez trouver l'enregistrement de votre groupe. OK? Est-ce que c'est clair? Inch'Allah, ok. Bien. Donc,
Maintenant, j'aimerais bien attirer votre attention par rapport à l'utilité de cette séance, c'est-à-dire les réunions synchrones. S'il vous plaît, pour bien réussir votre cours, vous devez, avant d'assister à la séance synchrone, vous devez préparer votre cours. On ne peut pas faire une présentation de cours durant les séances synchrones. Donc, nos séances synchrones sont réservées simplement à des explications de quelques passages clés du cours, sont réservées simplement à quelques exercices, mais on ne peut jamais faire le cours durant les séances synchrones. Donc ça, c'est primordial. S'il vous plaît, essayez de bien comprendre ça et de bien préparer le cours avant de commencer. OK? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? C'est clair? C'est clair, oui. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, je vais premièrement rappeler un petit peu les notions qu'on a, qui figurent au niveau du premier chapitre, c'est-à-dire le marché. Donc, on va faire un petit rappel. Donc, vous voyez bien sûr l'écriture que je suis en train de noter. Hein. Est-ce que vous voyez l'écriture que je suis en train de Oui. noter? Bien. Oui. Oui. On va faire quelques rappels, en particulier de la concurrence pure et parfaite. Donc, on note concurrence pure et parfaite CPP pour dire concurrence pure et parfaite. Hein. Donc, on va parler aussi de la demande globale, plutôt de la demande, la notion de la demande. Et nous allons parler de la notion de l'équilibre. Donc, ça, c'est pour, bien sûr, pour les rappels. Et puis, en deuxième moment, je vais prendre un exercice pour corriger un exercice qui va nous permettre de bien comprendre les choses. Donc, commençons par le premier point, à savoir le rappel, ou bien un petit rappel par rapport à la concurrence pure et parfaite. Donc là, je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire concurrence pure et parfaite? Est-ce que vous pouvez me définir qu'est-ce qu'une concurrence pure et parfaite? Qu'appelle-t-on une concurrence pure et parfaite? Oui, vas-y Nadia. Alors, donc, la concurrence est parfaite et alors l'offre, on a un grand nombre d'offreurs ou que demande, on a un grand nombre de consommateurs. Oui, mais votre réponse est partiellement correcte. Il y a d'autres éléments. Il y a d'autres qui peuvent intervenir ou bien vous pouvez améliorer votre... oui, Lilia? Lorsqu'il n'y a pas d'éléments externes, qui peuvent perturber la concurrence. Non, non, c'est pas ça. Non. Non, c'est pas ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres définitions? Il y a cinq principes. Oui. Un des principes, il faut que le produit soit identique. Et il faut que... J'ai triché un peu peut-être, mais Non, j'ai dit le truc là dans le cours. il ne faut Mais j'ai pas pas tricher. bien... Il ne faut pas tricher. Vous devez préparer votre cours. Ce que vous avez dit est correct. En fait, lorsqu'on parle de la concurrence pure et parfaite, c'est une situation de marché. La première chose qu'il faut noter, c'est-à-dire si je prépare une réponse le jour de l'examen, premièrement, c'est une situation de marché. Donc ça, c'est primordial. Donc c'est une situation de marché qui est caractérisée par un certain nombre de points. Donc la situation de marché, où il y a, au niveau de cette situation, la première chose, il y a un grand nombre d'offreurs, donc un grand nombre d'offreurs et un grand nombre de demandeurs. Donc ça, c'est c'est-à-dire la première élément de la définition. Donc le fait de dire qu'il s'agit d'une situation de marché où il y a un grand nombre d'offres et un grand nombre de demandes. Oui, Nadia. J'ajoute aussi l'homogénéité, la transparence et l'atomicité. Oui.
Oui, absolument, absolument. Il y a exactement 5 hypothèses. Sourire, vous voulez intervenir? Oui, allez, connexion, allez. Oui, sourire. On n'entend pas sourire. Mais donc, pour voir cette situation de marché, elle est régie de 5 hypothèses. Pour dire qu'un marché est concurrent et de concurrence plus parfaite, il faut avoir 5 hypothèses. Donc, les 5 hypothèses sont les suivantes. La première hypothèse, c'est l'hypothèse de l'atomicité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'atomicité? On verra par la suite qu'est-ce que ça veut dire. Deuxième hypothèse, c'est l'homogénéité. Troisième hypothèse, c'est la transparence. Quatrième hypothèse, c'est la libre entrée et sortie. Et cinquième hypothèse, c'est la fluidité. Donc, on va essayer de voir ensemble ces différentes hypothèses. L'atomicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un grand nombre élevé d'offreurs et de demandeurs. Aucun de ces offreurs n'a la possibilité d'affecter le prix d'équilibre, non plus la quantité d'équilibre. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que j'ai une infinité de ceux qui produisent un bien donné et qu'aucun d'eux n'a la possibilité d'agir sur le prix. Je prends l'exemple du pain. Il y a un grand nombre d'offreurs de pain et aucun des offreurs du pain ne peuvent, s'il ne veut pas produire, donc n'aura pas la possibilité d'affecter ni la quantité produite, ni le prix. De même pour les consommateurs. Les consommateurs, il y a un grand nombre de consommateurs de pain. Aucun des consommateurs n'a la possibilité ni d'affecter le marché, ni d'affecter le prix. L'homogénéité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits sont identiques. Il n'y a pas de changement entre les produits. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai, par exemple, si je prends une bouteille d'eau, la bouteille d'eau est la même, quel que soit le vendeur. Et donc, du coup, le consommateur, s'il va acheter, le seul plutôt déterminant serait le prix. Il ne s'agit pas d'un déterminant en termes de qualité, mais le consommateur, s'il souhaite acheter un bien, son seul critère de décision, c'est le prix. L'hypothèse de la transparence, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que l'information... oui, sourire. Oui, تفضل sourire. مسيو الخط ما فهمتوش بالكدا الحقيقة. الخط بنتي on écrit avec une tablette sur une interface qui ne répond pas convenablement. Je termine la présentation et je vais passer à un PowerPoint où j'aurai plus de flexibilité. Okay? Merci, monsieur. OK. Donc, au niveau de la transparence, on a dit que l'information, elle est disponible et en plus qu'elle est disponible, elle est gratuite. Donc, deux remarques pour la transparence, pour la transparence, c'est-à-dire j'aurai une information, donc l'information, elle est parfaite, plus elle est gratuite. Donc, je n'ai pas de prix à payer réellement pour détenir l'information. La libre entrée et sortie et la fluidité sont deux hypothèses qui se ressemblent. C'est-à-dire que je vais avoir pour la libre entrée et sortie que les entreprises ont la possibilité d'entrer sur le marché là où ils souhaitent et quand ils souhaitent. Et ils peuvent aussi quitter le marché quand ils souhaitent. Leur seule décision de rester ou de quitter le marché dépend en fait de ce qu'ils réalisent comme profit. De même pour la fluidité. La fluidité signifie que les entreprises, plutôt la force ouvrière, peuvent facilement quitter le marché et revenir facilement. Donc là, globalement, c'est ce qu'on appelle les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Donc, je vais partager l'écran pour
aller chercher un PowerPoint, peut-être que j'aurai plus de flexibilité lorsque je rédige directement sur un PowerPoint. Donc là, vous allez recevoir l'écran de mon ordinateur directement et je vais rester par exemple à ce niveau-là. Donc, vous recevez l'écran? C'est bon? Oui. Bien. Donc, on va parler maintenant de... je vais changer la couleur. Je vais adopter la couleur noire. Donc, on va parler de la demande. Donc, qu'est-ce que la demande? Donc, la demande, en fait, c'est une fonction mathématique qui dépend de plusieurs caractères. Donc, on va dire que c'est une fonction mathématique qui dépend du prix. Généralement, nous allons trouver une fonction, par exemple, qui dépend, donc on va dire que A, P plus B, avec A est strictement inférieur à 0. Donc là, c'est une fonction infime. Donc la demande, en fait, qu'est-ce qu'elle mesure? Elle mesure la quantité maximale qu'un consommateur peut acquérir pour un prix donné. Par exemple, si je vous dis que le prix de la viande est de 40 dinars, vous allez déterminer directement la quantité que vous pouvez consommer de viande, ou bien demander de viande. Donc là, c'est une relation entre le prix d'un bien et la quantité consommée d'un autre bien. Généralement, on note la demande par QD. C'est une fonction, comme j'ai dit, du prix. Et donc, j'aurai la dérivée de QD par rapport au prix est strictement inférieur à 0. C'est ce qui vérifie la loi de la demande. Donc là, la loi de la demande, qu'est-ce qu'elle stipule? Donc on va dire ici loi de la demande. Donc la loi de la demande stipule que si le prix augmente, la quantité demandée de ce bien diminue. Donc directement, il y a une relation décroissante entre le prix et la demande. Du coup, on peut représenter la fonction de demande inverse de la façon suivante. On va prendre la quantité demandée au niveau de l'axe QD et le prix au niveau de l'axe des Y. Et donc, on aura une fonction de demande qui est décroissante. Donc ça concerne la demande individuelle. Pour la demande globale, donc la demande globale, on va la noter par la demande G. Elle est égale à quoi? Elle est égale à la somme des demandes individuelles. Donc, cette notation signifie somme. Hein. Donc, avec N, c'est le nombre des demandeurs. Donc, je vais avoir la quantité de la demande individuelle. Et dans ce cas, j'aurai deux situations. La première situation, si j'ai N consommateurs qui sont identiques, et N ou bien M consommateurs qui ne sont pas identiques, donc non identiques. Donc, si les consommateurs sont identiques, à ce moment-là, je vais avoir cette formule, c'est-à-dire la demande globale qui est égale à la somme de I allant de 1 à N de QDI, devient égale à N fois QDI. Étant donné que j'ai les mêmes consommateurs, donc j'aurai une fonction de demande globale qui est égale à N fois la demande individuelle. Par contre, si j'ai des demandes qui ne sont pas identiques, à ce moment-là, je vais déterminer ce qu'on appelle la fonction ou bien les prix de réservation. Donc, un prix de réservation, qu'est-ce que c'est? C'est le prix P bar qui est déterminé tel que le consommateur ne peut plus consommer au-delà de ce prix. C'est-à-dire, si le prix de marché est inférieur, plutôt supérieur ou égal au prix de réservation, la quantité demandée est égale à 0. Si le prix de réservation est inférieur, plutôt est supérieur au prix de marché, à ce moment-là, la quantité demandée est différente de 0. Donc ça, c'est comment on peut déterminer. Et en fonction de ces intervalles, nous allons déterminer, bien sûr, la demande, nous allons déterminer la demande globale. Je vais prendre un exemple pour bien expliciter tout ça. Est-ce que c'est clair ou bien il y a des questions jusqu'à ce niveau-là? Allô? Allô? Oui, Des questions ou bien j'avance?
Vous pouvez avancer, monsieur. Bien. Donc, je prends. Oui. Pardon, le P-bar. Oui. مش واضح فهمتوا شنو هو البيبار. Le P-bar, c'est un prix de réservation. Donc, c'est le même prix, on appelle ça un prix de réservation. Je vais l'expliquer avec un exemple. Avec un exemple, je vais prendre un exemple chiffré. Vous allez comprendre convenablement. OK? C'est clair? Donc, l'exemple que je vais prendre une fonction de demande individuelle, par exemple QD, qui est égale à 150 moins 3P. Avec le prix devrait être strictement inférieur ou égal à 50. Pourquoi inférieur ou égal à 50? Parce que si je prends un prix supérieur à 50, la demande devient égale à 150 moins un prix qui est moins 3 fois ce prix-là. Par exemple, supposons que je vais prendre le prix 60, je vais trouver moins 3 fois 60, ça donne moins 80. 150 moins 80 égale à moins 30. Donc, on ne peut pas trouver des quantités qui sont inférieures à 0. Donc, QD devrait obligatoirement être toujours supérieur ou égal à 0 à la limite. OK? Donc, la première question, on va essayer de représenter la fonction de demande individuelle. Pour représenter cette fonction de demande individuelle, nous allons considérer 2 points. Donc, toujours, vous procédez de la même façon. Je vais prendre la première situation. Si je prends, par exemple, un prix qui est égal à 0, je vais trouver une quantité demandée qui est égale à 150 moins 3P. Je remplace P par 0, et donc je vais trouver qu'elle est égale à 150. À ce moment-là, je peux définir un point A d'abscisse 150 et d'ordonnée 0. Je prends une autre situation, par exemple, si QD égale à 0. À ce moment-là, je vais trouver que c'est 0 égale à 150 moins 3P. Ceci me permet de déterminer que le prix est égal à 150 sur 3. Ça me fait 50. Je définis un point B tel que j'ai une quantité égale à 0 et un prix qui est égal à 150. Donc là, vous avez 2 points. Le prix 50. Ah oui, vous avez raison. Donc le prix est égal à 50. Donc, par 2 points passe une seule droite. Donc, je vais représenter cette droite. Je vais considérer les prix et les quantités QD. Donc là, vous avez bien sûr l'origine. Supposons que là, j'ai 50, là aussi 50, 100, 100 et puis 150. Donc, pour le premier point, j'ai une quantité qui est égale à 150. Voici quantité égale à 150 pour un prix égal à 0. Donc ça, c'est le point A. Le point B, c'est le point qui correspond à une quantité égale à 0 et un prix qui est égal à 50. Voici le point B. Par 2 points passe une seule droite qui est la voici. Voici donc la fonction de demande. Il faut faire attention de ne pas dépasser l'axe des prix, non plus l'axe des quantités, parce que la demande et les prix sont 2 variables qui sont strictement supérieures à 0. Donc, il faut faire attention par rapport à ces 2 points. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, c'est clair. Oui. Oui. Donc, on va maintenant passer à la deuxième question. Nous allons déterminer la demande globale, c'est-à-dire QD, tel que j'ai un nombre de consommateurs N, par exemple, qui est égal à 10 consommateurs. On est d'accord? Donc, et que ces 10 consommateurs, donc 10 consommateurs qui sont identiques. Okay? Donc, les 10 consommateurs sont identiques. À ce moment-là, je vais prendre, par exemple, la formule que j'ai déjà utilisée à ce niveau-là. Je vais utiliser cette formule. Pourquoi je vais utiliser cette formule? Parce que mes consommateurs sont identiques. À ce moment-là, je vais calculer donc QD qui est égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à N égale à 10 fois QD. Ça me donne, étant donné que c'est identique, ça me donne N multiplié par la fonction de demande, à savoir 150 moins 3P.
Donc, je remplace n par sa valeur. Donc, n est égal à 10. J'aurai 10 multiplié par 150 moins 3p. Ça me fait 1500 moins 30p. Donc, la quantité globalement demandée, elle est égale à 1500 moins 30p pour un prix, bien sûr, qui est strictement, plutôt qui est inférieur ou égal à 50, pour un prix qui est inférieur ou égal à 50. Donc ça, on peut carrément garder strictement inférieur à 50, parce qu'au-delà de 50, j'aurai une quantité qui est égale à 0. Donc, voilà, donc ça, c'est la demande globale. Donc, on peut prendre aussi une autre fonction de demande. On va prendre par exemple la fonction de demande globale pour une autre catégorie de consommateurs qui est la suivante. Donc là, je vais prendre par exemple la troisième question. Je vais prendre une autre fonction de demande. Supposons que la fonction QD2 qui est égale à moins 5P plus par exemple plus, disons, 100. Et j'ai M consommateurs qui sont identiques, qui sont égales, par exemple, à 20 consommateurs. Si je veux déduire donc la fonction de demande globale, comment je fais? Elle serait égale à la fonction de demande. Comment je La fais? somme Oui. de la quantité de demande de I égale à 1 et M égale à 20. Donc, Oui. moins 100p, Que des deux, oui, qui est égal à, oui, qu'est-ce que je 20, fais? 20. Oui, On oui, ouvre la parenthèse, oui, moins 5p plus 100. ou plus 100, c'est très bien. Donc ça me fait exactement, donc, Moins 100p moins 100p, oui, plus 2000. plus 2000. Donc là, j'ai déterminé la quantité globalement demandée 2 qui est égale à moins 100p plus 2000. OK? Bien, maintenant, on a une première fonction de demande globale et une deuxième fonction de demande globale. Nous allons maintenant déterminer la demande globale du marché. Comment on fait? En fait, c'est la sommation. Et à ce moment-là, nous allons appliquer la deuxième formule, c'est-à-dire on a un public qui n'est pas identique. Donc, les deux entreprises, ou bien plutôt les deux consommateurs ne sont pas identiques. Dans ce cas, comment on va faire? Donc, on va calculer, donc, quatrièmement, on va calculer la demande du marché. Donc, la demande globale qui s'adresse au marché. À ce moment-là, je vais trouver grand Q qui est égal à QD1 plus QD2. Je vais reporter les résultats pour qu'on puisse facilement les exploiter. Donc, j'ai QD1 qui est égal. Rappelez-moi des résultats. QD1 égale à combien? QD1, c'est 1500. Vous vous rappelez bien, c'est 1500 moins 30. Hein? Moins 30p. Et QD2, ça fait, donc QD2, ça fait moins 100p plus 2000. OK? Donc, la première étape au niveau de cet exemple, ou bien pour résoudre plutôt pour déterminer la demande du marché, il faut calculer ce qu'on appelle les prix de réservation. Donc, le prix de réservation, comment on le calcule? Donc, on l'appelle prix de réservation. On le note par P bar. P bar, c'est lorsque la quantité de demande égale 0, c'est ça? Absolument, absolument. C'est le prix le plus élevé possible qui annule la demande. Étant donné que j'ai deux fonctions, j'aurai pour chaque fonction un prix de réservation. OK? Donc, pour la fonction demande Q1, je vais déterminer le prix de réservation P1 qui est défini tel que QD1 égale à 0. Je vais remplacer au niveau de cette relation. J'aurai 0 qui est égal à 1500 moins 30P. Donc, ceci me permet d'écrire que P bar égale à 1500 sur 30. Je simplifie, j'aurai un prix qui est égal à 50.
Selon ce prix, donc il s'agit de P bar 1 bien sûr, si le prix du marché est strictement supérieur ou égal à P bar 1, la quantité QD1 égale à 0. Par contre, si le prix du marché est strictement inférieur à P bar 1, la quantité globalement demandée de marché, elle est égale à 1500 moins 30P. C'est comme ça qu'on devrait bien sûr procéder. On va faire la même chose pour la deuxième fonction de demande. Donc pour la deuxième fonction de demande, nous allons réserver un P bar 2 qui est défini tel que j'ai QD2 égale à 0. À ce moment-là, je remplace au niveau de notre fonction, j'aurai 0 qui est égal à moins 100P plus 200. À ce moment-là, je définis P bar 2 qui est égal à 200 sur 100. Donc, j'aurai 200 sur 100, ça me fait combien? 2000 sur 100. C'est pas 200. 2000. 2000, vous avez raison. Donc, 2000 sur 100, ça fait combien? Ça me fait 20, bien sûr. Hein? Donc, si le prix du marché est supérieur ou égal à P bar 2, c'est-à-dire 20, j'aurai une quantité globalement demandée qui est égale à 0. Sinon, si le prix est strictement inférieur à P bar 2, j'aurai une quantité demandée qui est égale à moins 100 plus moins 100P plus 2000. Donc, maintenant, on a nos deux fonctions de demande. Pour déterminer le marché, la demande globale du marché, nous allons placer les différentes fonctions au niveau de l'axe des prix. Donc, je vais considérer par exemple ici un prix qui est égal à 0, puis j'ai un prix qui est égal à 20 et un prix qui est égal à 50. Pour la fonction de demande QD1, elle s'annule pour un prix qui est égal à 50. Donc, j'aurai ici un prix qui est égal à 50. Elle est égale à 0 au-delà d'un prix qui est égal à 50. Par contre, pour l'intervalle 20-50, j'aurai une quantité qui est égale à 1500 moins 30P. Et là, j'aurai 1500 moins 30P. La quantité, maintenant, 2, elle s'annule pour quel prix? La quantité Q2. 20. Elle s'annule pour 20. Donc, au-delà de 20, elle est égale à 0. Inférieure à 20, elle est égale à moins 100P plus 2000. Donc, pour faire la somme globale, on fait une somme verticale, c'est-à-dire je vais avoir la quantité globale, elle est égale, donc je fais la somme. J'aurai 1500 plus 2000, ça fait 3500. 3500 moins 100, moins 30, ça fait moins 130P. Donc, pour l'autre intervalle, j'aurai 1500 moins 30P. Et pour le dernier intervalle, j'aurai 0, puisque 0 plus 0, ça donne 0. Donc, graphiquement, ou bien si j'écris cette fonction, je vais l'écrire de la façon suivante. Ça serait une fonction par intervalle. La demande globale, elle est égale à 3500 moins 130P. Si le prix est strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 20, elle est égale à 1500 moins 30P. Si le prix est supérieur ou égal à 20, strictement inférieur à combien? À 50, bien sûr. Elle est égale à 0, sinon. Donc ça, c'est la fonction de demande globale. Maintenant, est-ce que c'est plus clair ou pas? Oui? Oui. Oui, je vous ai. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai fait? Oui? Non. C'est bon, je peux avancer?
monsieur Oui, تفضل. تعاود لي شوية ما بين الأكس اللي صورته معناها ما فهمتوش. En fait, cet axe, il me permet de déterminer les intervalles où je peux trouver la demande. Donc, j'ai retracé ou bien j'ai synthétisé ce que j'ai démontré ici. Donc, si je prends la première fonction de demande, pour un prix qui est supérieur ou égal à P bar égale à 50. Donc, pour un prix supérieur ou égal à P bar, c'est-à-dire toute cette zone-là, je vais utiliser une autre couleur. Donc, pour toute cette zone, j'aurai une demande qui est égale à 0. Par contre, pour l'intervalle, pour un prix qui est strictement inférieur à 50, j'aurai 1500 moins 30p. Donc, voici 1500 moins 30p et 1500 moins 30p. Pour la deuxième fonction, donc pour la troisième fonction, donc voici les valeurs. Donc, pour ces valeurs-là, j'ai un prix de réservation qui est égal à 20. Pour ce prix qui est égal à 20, j'ai une quantité demandée qui est supérieure, si le prix est supérieur à 20, QD égale à 0. Donc, voici QD, prix qui est égal à 20 à ce niveau-là. J'ai un prix ou bien une quantité qui est égale à 0 et de l'autre côté, elle est égale aussi à 0. Par contre, cette quantité devient égale à moins 100p si le prix est inférieur à 20. Maintenant, pour faire la somme globale, je fais une somme verticale, c'est-à-dire je fais la somme de 1500 moins 30p plus moins 100p plus 2000. Je regroupe les termes en p, par moins 100 moins 130, ça me donne moins 130, et vous avez 1500 plus 2000, ça fait 3500. De même, on fait la même chose pour l'autre partie de la fonction de demande. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Je vous en prie. Maintenant, on va essayer de voir la fonction d'offre. Donc, qui peut me rappeler la fonction qu'est-ce que l'offre? Qu'appelle-t-on offre? Qu'est-ce que ça veut dire une offre? Oui, je vous écoute. Ne parlez pas tous à la fois, bien sûr. Oui. L'offre, je vous attends. Oui, je vous attends. C'est la quantité maximale d'un bien. Oui. Oui, c'est correct, oui. C'est juste. La première chose qu'il faut mentionner lorsqu'on parle de l'offre, c'est que c'est une relation aussi en fonction du prix. Okay? Mais c'est une relation qui est croissante. Qu'est-ce que ça veut dire une relation croissante? C'est que si je dérive QO par rapport à P, je trouve que cette dérivée est strictement supérieure à 0. En d'autres termes, plus une entreprise trouve que le marché ou bien plus son produit se vend à un prix élevé, plus l'entreprise a tendance à offrir plus. Donc, c'est ce qu'on appelle la fonction d'offre. Elle mesure la quantité maximale offerte pour un prix donné. Donc, par exemple, on va prendre la fonction d'offre suivante, donc QO, qui est égale, par exemple, moins 100 plus 30p. Donc, de la même façon, on va essayer de représenter cette fonction. Pour la représenter, il nous faut aussi 2 points. On va considérer par exemple si P égale à 0. À ce moment-là, je vais trouver une quantité offerte qui est égale à moins 100. Bien sûr, là, c'est mathématiquement correct, mais économiquement, ce n'est pas correct. Donc là, je vais mettre le point, par exemple, A' de moins 100 et 0.
Puis vous avez la deuxième situation, si QO égale à 0, je vais trouver un prix qui est égal à combien? Ça fait 100 sur 30. Ça fait combien 100 sur 30? 3,3. Ça fait 3,3. Donc, je vais mettre le point B' d'une quantité qui est égale à 0 et d'un prix qui est égal à 3,3. Graphiquement, comment je vais représenter ces deux points? Je vais considérer la quantité offerte et le prix. Pour le premier point, j'ai une quantité qui est égale à moins 100 et un prix qui est égal à 0. Donc, voici le prix qui est égal à 0. La quantité qui est égale à moins 100, elle est représentée quelque part ici, supposons que ici égale à moins 100. Donc, voici le point plutôt A'. Pour le point B', j'ai une quantité qui est égale à 0 et un prix qui est égal à 3,3. Supposons que ça c'est 3. On va considérer que ça c'est 3 et là c'est 3,3. Donc, voici la fonction d'offre entre donc ça c'est le point B, bien sûr, entre le point A et le A' et le point B', je vais faire des pointillés. Et au-delà du point B', je vais représenter une droite contenue. En fait, la fonction d'offre n'est pas cette partie-là, mais cette zone qui est en ligne contenue. Pourquoi on représente cette zone? On représente cette zone simplement pour montrer qu'on a bien représenté mathématiquement parlant, et c'est dû au fait à la fonction qu'elle est entre nos mains. Mais la fonction d'offre est la partie ascendante ou bien la partie croissante au niveau de ce cadran-là. Et d'ailleurs, au niveau de notre cours de microéconomie, nous allons nous intéresser simplement, toutes les représentations que nous allons faire doivent se faire dans cette zone-là. On n'aura jamais des représentations dans les autres zones. Est-ce que c'est clair pour l'offre individuelle? Oui, c'est clair. Bien. On va maintenant essayer de calculer l'offre globale. Supposons qu'on a M entreprises qui sont égales, par exemple, à, disons, à 10 entreprises. On va calculer l'offre globale, donc QO, qui est égale. Est-ce que les offres, on a des offres qui sont identiques ou bien des offres qui ne sont pas identiques? Donc 10 sont identiques. On n'a pas mentionné qu'ils ne sont pas identiques. On va faire la somme donc, de I allant de 1 jusqu'à 10 de QOI. Et à ce moment-là, on va multiplier 10 multiplié par la fonction d'offre individuelle qui est égale à moins 100 plus 30P. On aura donc l'offre globale qui est égale à moins 1000 plus 300P. Donc, voici la fonction d'offre globale. Donc, on a une fonction d'offre globale et on a maintenant plusieurs fonctions de demande globale. Donc, vous voyez ici la fonction de demande du marché, elle est par intervalle, et on a l'offre qui est par intervalle. Comment on procède pour résoudre cette équation-là? Notre objectif, c'est de déterminer l'équilibre. Je vais ajouter encore des slides, pardonnez-moi. Donc, revenons. Voilà. Donc, la situation où on est, on cherche maintenant à déterminer l'équilibre du marché. Donc, l'équilibre du marché. Selon vous, qu'est-ce qu'appelle-t-on équilibre du marché? Nombre de l'offre égale à la demande. Absolument. Donc, l'équilibre du marché, on parle de l'équilibre du marché lorsque j'ai l'offre globale, c'est-à-dire la quantité globalement offerte, elle est égale à la quantité globalement demandée. L'équilibre, cet équilibre me permet de déterminer un prix d'équilibre, une quantité d'équilibre. Dans notre cas, l'offre, la voici. Par contre, la demande, on a trois fonctions.
comment on procède pour résoudre cette équation-là? Bien, ce problème-là. Oui. Comment on fait? Eh bien, nous allons travailler par intervalle. Donc, je vais reprendre les données juste au niveau de l'autre page. Donc, on a pour la première fonction, donc je vais simplement reproduire les données, j'ai pour la fonction de demande, donc QD, j'ai trois fonctions, donc 3500 moins 130p pour un prix qui est strictement inférieur à 20 et supérieur à 0. De l'autre côté, j'ai 1500 moins 30p pour un prix qui est supérieur à 20, strictement inférieur à 50, égal à 0, sinon. Pour la deuxième fonction, j'ai QO qui est égal, donc l'offre, QO égale à moins 1000 plus 300p. C'est bien ça? Voilà. Donc, comment on fait pour résoudre cette équation? Nous allons considérer intervalle par intervalle. Donc, vous avez ici plusieurs intervalles. Le premier intervalle, le voici. Voici le deuxième. Et voici le troisième. Donc, nous allons nous positionner, par exemple, si le prix appartient à l'intervalle, donc 0 exclu, 20. Nous allons faire l'équilibre, c'est-à-dire je vais avoir QO égale à QD. QO n'est autre que moins 1000 plus 300p, qui est égal à la fonction qui correspond à cet intervalle, qui est égale à 3500 moins 130p. Je vais regrouper les termes en P et les termes en valeur. Je vais avoir à ce moment-là 430p qui est égal à 4500. Donc, du coup, je peux déterminer un prix, P, qui est égal à combien? Qui est égal à 450 divisé par 430. Combien vous trouvez si vous divisez 450 sur 430? Faites les calculs, s'il vous plaît. 4500 divisé par 430. Combien vous trouvez? Allô? 10,47. Donc 10,47. Okay. Donc voici un prix qui, est-ce qu'il appartient à l'intervalle? Hein? Est-ce que ce prix appartient à l'intervalle 0,20? Oui. Oui, il appartient à l'intervalle. À ce moment-là, nous allons dire que ce prix-là est bel et bien un prix d'équilibre. Donc, P étoile est égal à 10,47. Pour déterminer la suite de l'équilibre, il faut déterminer plutôt la quantité Q étoile en remplaçant soit au niveau de la fonction de demande, soit au niveau de la fonction d'offre. À ce moment-là, je vais trouver Q étoile qui est égal à moins 10 000 plus 300 multiplié par 10,47. Donc, faites les calculs. Combien vous allez trouver? Donc, on a 3. Juste une minute, s'il vous plaît. Donc, 10,47. Combien vous trouvez? Donc, on va trouver 2141, si mémoire est bonne. Oui, mademoiselle, tfadl. Quelle est votre question? Par rapport P étoile, en fait, qu'est-ce que je parle de Brady? Quelle P étoile? Si, ou bien l'autre? Oui, celui-là. Bien. Donc là, lorsqu'on a déterminé le prix, donc on a pris un intervalle, je vais changer le stylo pour avoir notre couleur. Donc, au niveau de la première situation, on a dit que notre prix
devrait appartenir à l'intervalle 0,20. Donc, au niveau de cet intervalle, voici la fonction de demande. J'ai pris cette fonction de demande. Je l'ai égalisée à notre fonction d'offre. La voici. Cette résolution m'a permis de déterminer un prix P qui est égal à 10,47. Je dois vérifier si ce prix-là correspond bel et bien à notre intervalle qui est fixé au départ, qui est égal à 0,20, l'intervalle 0,20. 10,47 appartient bel et bien à 0,20. Dans ce cas, on va dire que ce prix P étoile est un prix d'équilibre. OK? Donc, devient un P étoile. Maintenant, est-ce qu'on passe à notre intervalle et au troisième? La réponse est non. Parce que si l'équilibre existe, il est unique. Et dans ce cas, l'exercice s'achève à ce niveau-là pour déterminer que la quantité globalement échangée Q étoile qui est égale à 2141. D'où l'équilibre devient alors E étoile qui est égal à la quantité 2141 et un prix qui est égal à 10,47. Est-ce que c'est clair? Oui. Pardon, je m'excuse. Oui. La quantité, c'est 2140. J'ai fait les calculs. 2140? Oui, tout à fait. Donc, ça fait 2140. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Est-ce que c'est clair pour la façon de résoudre l'équilibre? Hein? Oui. Oui ou non? Oui. Bien. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Oui ou non? Non. Non, de ma part. Bien. Donc, généralement, au niveau de notre cours de microéconomie, les choses passent de cette façon-là. Donc, Dima, voilà, toujours des exercices à résoudre, parfois aussi des interprétations à faire, mais les exercices ne sont pas très difficiles, ils sont toujours à la portée de tout le monde. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à vous impliquer. Le cours de microéconomie, il est très facile pour ceux, bien sûr, qui arrivent à s'accrocher, qui arrivent à comprendre le fonctionnement du cours et ils font des exercices. Mais de l'autre côté, il sera très difficile à comprendre pour les étudiants qui ne suivent pas ou bien qui ne font pas le travail à jour. Les forums sont là pour vous aider, bien sûr, à comprendre. Vous posez des questions. Si vous ne posez pas de questions, on n'aura jamais la possibilité de comprendre si vous avez bien saisi ou pas. Plus vous posez de questions, plus on aura la possibilité d'interagir avec vous afin de comprendre, bien sûr, vos difficultés et apporter des solutions au moment opportun. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai à dire. Je pense qu'il y a une question qui vient d'être... Est-ce qu'on doit représenter graphiquement l'équilibre? Oui, si on vous demande bien sûr de représenter l'équilibre, vous pouvez le faire. C'est une représentation par intervalle. Donc au niveau de la représentation, on fixe pour chaque intervalle une partie, et puis l'intersection serait au niveau de la partie où il y a bien sûr la résolution. Donc on peut faire ça si vous souhaitez, hein. Donc on a donc au niveau de notre fonction, donc je vais reproduire les données. Donc on a la première fonction. Donc s'il vous plaît, juste je change la couleur. Donc pour la première fonction de demande, j'ai une fonction de demande globale QD qui est définie par intervalle. Pour le premier intervalle, j'ai
3500 moins. Vous me dictez, s'il vous plaît, est-ce que vous avez la possibilité de me dicter les résultats ou pas? Monsieur, d'ailleurs, la page, elle est coincée. À mon niveau, je ne vois pas ce que vous êtes en train d'écrire maintenant. Comment? Moi non plus. Moi non plus. Je pense que vous devez mettre fin au partage de votre écran. Oui, je vais le faire tout de suite, Voilà, en principe, vous recevez maintenant l'écran, donc la totalité de l'écran maintenant. Donc, je suis à ce niveau-là. Voilà. Donc, on a la première fonction. Donc, pour la première fonction de demande, donc 3500 moins 130, je vais changer bien sûr la couleur, donc 130 P pour un prix qui est compris entre, donc si le prix est compris entre 0 et 20, et la deuxième fonction, 1500 moins 30 P, si le prix est supérieur ou égal à 20, strictement inférieur à 50, il est égal à 0, sinon. Donc, par contre, la fonction d'offre, c'est une fonction où j'ai QO qui est égale, donc la fonction d'offre qui est égale à 1000 moins 1000 plus 300P. Donc, on va essayer de représenter ces fonctions. Donc, comment on fait? C'est très simple. Nous allons considérer intervalle par intervalle. Donc, pour le premier intervalle, j'ai le prix qui est compris entre 0 et 20. Notre fonction est QD qui est égale à 3500 moins 130P. Je vais considérer, par exemple, si le prix est égal à 0. Donc, si le prix est égal à 0, j'aurai QO égale 3500. Maintenant, si le prix tend vers 20, c'est-à-dire ça pourrait être égal à 20, bien sûr, j'aurai 3000, donc QO égale à 3500 moins 130 fois 20. À ce moment-là, j'aurai 3500 moins, donc moins 260. Donc 3500, ça fait combien? 3500 moins 260? Monsieur, pardon, vous avez écrit la dernière ligne P égale à 20. V0, pardon. C'est P égale à 20, c'est ça? Oui, ça c'est P égale à 20. Merci. Donc j'aurai 3500 moins 130 fois 20. Donc ça donne combien? Donc 3500 moins 2600, ça fait donc moins 900. 240. Ça fait 900. Donc j'aurai un prix, plutôt une quantité qui est égale à 900. Donc pour le premier point, je vais définir par exemple le point A d'abscisse 3500 et d'ordonnée 0. Et là, je vais définir 900, point B, 900 et 20. Donc graphiquement, comment je vais représenter? Donc je vais prendre par exemple ce repère. Bien sûr, je vais prendre pas l'échelle convenable, donc la quantité et le prix. Pour le premier point, j'ai une quantité qui est égale à 3500. Donc supposons que je vais dire par exemple 1000. Excusez-moi, oh, on a tout raté. Donc, rappelez-moi s'il vous plaît des intervalles, donc on a le point A, c'était combien le point A? Vous pouvez me retrouver le point A? 3500, 0. Point A, il est de combien? 3500, 0. 3500,
500, 0. Le point B, 920. donc 900 et 20. Donc graphiquement, si je vais représenter, donc je montre Q et je vais prendre P. N'oublions pas que le prix ne doit pas dépasser 20. Donc là, j'ai 20 et un prix au niveau de l'intervalle 0 et 20. Donc, pour un prix qui est inférieur, donc je me rappelle très bien de la fonction, donc voilà, prix compris entre 0 et 20. Donc, la fonction, donc pour une quantité égale 3500, donc supposons ici j'ai 1000, 2000 et 3000. 3500 qui c'est quelque part par là. Donc j'ai une quantité qui est égale à 3500 et un prix qui est égal à 0. Donc voici le point A. Pour le point B, j'ai une quantité qui est égale à 900, supposons que c'est celle-là, et un prix qui est égal à 20. Donc j'aurai ce point-là. Donc voici la première partie de notre droite. La deuxième partie de la droite, elle correspond à la deuxième fonction d'intervalle, c'est-à-dire entre 20 et la fonction entre 20 et 50. La fonction entre 20 et 50, je vous rappelle l'intervalle, la fonction, donc QD qui est égale à 1500 moins 30P pour l'intervalle qui est supérieur à 20 et inférieur à 50. Donc supposons que 50, elle est à ce niveau-là. Donc, on va remplacer 20 au niveau de cette fonction. J'aurai 1500 moins 30 fois 20. Ça fait combien? Si je remplace donc 1500 fois 30 fois 20, j'aurai 900. C'est bien ça? 900. Hein? Donc, j'aurai 900. Donc, j'aurai le point, par exemple, le C, qui correspond à une quantité qui est égale à 900 et un prix qui est égal à 20. Donc, en fait, c'est le même point. Vous vous rappelez bien que ça, c'est 900. Je vais trouver ce même point-là. Par contre, l'autre partie, c'est-à-dire qui correspond à 50, j'aurai QD qui est égal à 1500 moins 30 fois 50. À ce moment-là, je vais avoir une quantité qui est égale à combien? Qui est égale à 0. Donc, j'aurai à ce niveau-là. Donc, j'aurai la deuxième partie du graphique, elle est la suivante. Donc, j'aurai une fonction de ce type. Maintenant, pour un prix qui est supérieur à 50, la fonction devient verticale. Okay? Donc, voici la représentation graphique de notre fonction par intervalle. Maintenant, pour la fonction d'offre est QO qui est égal à moins 1000 plus 300P. Donc, pour l'équilibre, on a trouvé, donc si je représente cette fonction, on a dit que la fonction, on aura ici donc moins 100, je pense, moins 100 et 3,3. Donc, c'est quelque part par là. Donc là, c'est pointillé. Et voici le point, l'intersection. Donc, ce point-là correspond au point d'équilibre au niveau de notre exercice. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Allô? Allô? Oui. Est-ce que c'est clair ce que j'ai fait? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, monsieur, la dernière section, le dernier point d'équilibre, s'il vous plaît? Le dernier point d'équilibre. Juste, je vais conserver, puis je vais revenir. Donc, pour le dernier point d'équilibre, comment j'ai représenté? N'oublions pas qu'on a notre fonction d'offre. Voici la représentation de la fonction d'offre. Elle correspond à une quantité qui est égale à moins 100 et un prix 3,3. Je n'ai simplement reproduit cette droite au niveau de cette graphique. Donc, ça fait moins 100, c'est bien ça. Donc, ça fait moins 100. Et là, j'ai 3,3. Donc,
l'intersection entre la fonction d'offre QO et la fonction de demande QD représente le point d'équilibre. OK? Qui correspond bien sûr aux quantités 2140 et un prix qui est égal à 10,47. Est-ce que c'est clair? Allô? C'est clair, oui ou non? Oui, c'est clair. Bien, d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Si on aura une série d'exercices pour mettre en application ce qu'on a vu ce soir. Oui, absolument. Vous avez déjà une série qui est à votre disposition qui comporte des exercices de ce type. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? La concurrence loyale. monsieur. Walid, سامحني. oui, 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 vas-y. الحقيقة ماتيماتيكمون فهمت. اما ميكرو الحقيقة ما فهمتش وقتاش نستعمل القاعدة هذه نحطها هوني وقتاش هذيك نحطها غتجيب لي زانترفال. اسكو بالكور نجم نفهم اكثر؟ Absolument, absolument. Vous devez lire le cours et vous devez refaire les exercices. Déjà, l'enregistrement d'hier comporte un autre exercice qui va vous permettre, bien sûr, de comprendre le fonctionnement d'un autre exercice, bien sûr. Essayez toujours de voir, de faire des exercices pour que vous puissiez comprendre. Et la logique, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de trouver des intervalles de prix. À chaque fois, on fait l'équilibre au niveau d'un intervalle. Si on arrive à trouver l'équilibre, c'est bon. Sinon, on passe à l'intervalle suivant. Et ainsi de suite. Souhir, vous voulez intervenir? Oui, Souhir. وي مسيو بربي حبيت نسألك لي سامبول هذاكم الكيو 2 والكيو 0 والسي الكل هذاكم معناها ديما مثلا الكيو دي هي الكيو عندهم معناها موجودين عندي في الكور. Absolument, absolument. هو شوف, même le jour de l'examen, si on utilise des symboles, on vous dit par exemple la demande individuelle, entre parenthèses, QD. Ou elle a la demande globale, Q, grand QD, le prix P. Donc tout ça, ça va être indiqué. Bien sûr, on peut changer de variable. مثلا, on peut appeler la demande grand D, qui est موجود في la série. Mais on vous dit que c'est la demande. Et on le fait exprès, hein, pour que vous compreniez réellement qu'il s'agit d'une demande, mais il ne s'agit pas de symbole. Vous comprenez? Monsieur Mohamed, تفضل. merci. Brabbi, s'il vous plaît, le point C, est-ce que vous pouvez revenir s'il vous plaît au graphique pour que je puisse voir si où est-ce que le point C est situé dans les axes? Oui, s'il vous plaît. تفضل. Point C, où est-ce qu'il est, s'il vous plaît? Le point C. Oui, 930, c'est ça, c'est le abscisse ordonnée 930. Non, non, en dernier, je veux dire. Je n'ai pas défini un point C. En bas de l'écran, la dernière ligne. Ah, celui-là, Oui, le point C. oui. En fait, ce point C, il correspond à la partie 920. C'est la quantité 920. 900 et un D'accord. prix qui est égal à 20. Ah, 20, d'accord. Donc, c'est ce point-là. OK? Mais il n'est pas identique au point B? Absolument, absolument. C'est pour cette raison que les deux courbes se croisent ou bien se Ah, rencontrent dans un seul point. d'accord. Il s'agit D'accord. toujours, c'est le même point B.
Donc c'est un point d'équilibre, vous voulez dire. Le point d'équilibre, c'est le point d'intersection entre le QO et QD. C'est le point D'accord. d'intersection entre les deux courbes. C'est le point qui se retrouve ici avec l'intersection, c'est-à-dire entre la droite noire et la droite rouge. D'accord. Merci. Ok, تفضل. Donc, d'autres questions? Oui. عندنا تي دي هذاك وقتاش نصبوه نخدموه معناها وقتاش نصبوه على البلاتفورم Il est déjà disponible sur la plateforme. Donc là, au niveau, il y a déjà ceux qui ont commencé à rendre le travail. Vous avez jusqu'au dimanche 9 octobre pour rendre le travail. ما عندناش d'autres activités معناها Déjà, je vais vous afficher disons, d'autres activités que vous pouvez les faire au fur et à mesure, bien sûr. Hein. Merci. Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Juste à titre d'indication. أنا مسيو سامحني باش نسألك على التي دي معناها أنت ماكش باش تهبط لنا كوريكسيون ولا جست احنا نخدموا ونبعثوا لك ومن بعديك أنت ترجع لنا كوريكسيون. Bien sûr, je vais parler de la correction. Il y aura bien sûr chaque TD, il est corrigé. Donc vous allez toujours trouver la correction. Bien. أي معناها نقصد احنا جست نخدموا التي دي ونبعثوه لك ومن بعد أنت تبعث لنا الكوريكسيون. Vous allez trouver ça sur la plateforme. Tout est disponible sur la plateforme. Une petite indication, toutes les séries peuvent faire l'objet d'une correction notée. À la fin du semestre, nous allons choisir au hasard une des séries et cette série sera notée. La note elle va être comptabilisée le jour de l'examen. Cela ne veut pas dire qu'on va choisir la série اللي باش تكون خادوينها أكثر ناس. On va simplement tirer au hasard. C'est purement du hasard. نختاروا une série موجودة في وسط TD, في وسط الكور plutôt, ونعملوا la correction تاعها. Donc il y a une question qui est formulée par Walid. Est-ce qu'on peut dire que l'opposé de la concurrence pure et parfaite est le monopole? Bien. Donc, le monopole, qu'est-ce que c'est, Walid? C'est la situation où j'ai un seul offreur face à une infinité de consommateurs. D'ailleurs, pour raisonner un petit peu à ce niveau-là, la situation de concurrence pure et parfaite, réellement, elle n'existe pas. C'est une situation théorique, c'est une situation qu'on l'a définie par hypothèse. La situation de monopole peut exister. La situation de monopole, par exemple en Tunisie, on connaît le monopole de la steak. Donc la steak, voilà, la sonnette, constitue deux monopoles, wahda de la distribution d'eau ou l'autre de la distribution de l'électricité. Donc un monopole, c'est lorsque j'ai un seul offreur qui offre un produit à tout le monde. Il a la possibilité, bien sûr, d'affecter le prix, d'agir sur les quantités, ce qui n'est pas le cas pour la concurrence pure et parfaite, où le prix et la quantité sont régis par une réglementation qui est la main invisible du marché. J'espère que cette explication vous convient. Allô? اوكي عمر تفضل. وي مسيو بلي باش نسألك على التي دي اسكو نخدموه معناتها في ورقة ونصوروه ولا على وورد خاطر Si vous avez la possibilité de faire ça sur Word, pourquoi pas. Sinon, il suffit de faire, de représenter ou bien de faire prenez en image ce que vous avez rédigé à la main et déposer sur la plateforme. Pas de problème. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, d'autres questions?
Oui, vas-y, Nadia. Justement, monsieur, vous avez évoqué le point que la CPP, donc ça reste une hypothèse. Donc sur le plan économie, donc en quoi ça pourra, c'est quoi le plus de cette hypothèse dans l'économie, ce que je veux dire? Absolument. Le plus de la situation de marché. Pourquoi réellement, si elle n'existe pas, pourquoi on va l'étudier, cette situation de concurrence plus parfaite? On l'étudie parce qu'il y a réellement d'autres situations de marché. Et pour pouvoir comparer, par exemple, la situation de monopole telle qu'indiquée par Walid, ou il y a d'autres situations, le marché télécom في تونس est origé par un nombre fini d'entreprises. On appelle ça la situation d'oligopole. Donc, pour pouvoir comparer la situation de monopole et celle d'oligopole, on ne peut pas les comparer deux à deux. Il faut se référer à une autre situation. Et la référence, c'est toujours la concurrence pure et parfaite. On compare le monopole par rapport à la concurrence pure et parfaite, et puis on compare la situation oligopolistique par rapport à la concurrence pure et parfaite pour voir exactement quelle est la différence entre les deux. Donc, l'objectif de l'étude de la situation de concurrence pure et parfaite, c'est simplement pour pouvoir avoir une idée sur les autres marchés. C'est une référence pour déterminer les autres marchés. كيما واحد par exemple يقرأ un mètre égal à 10 décimètres. Réellement يقرأ مش خاطر حاجته بالمètre égal à 10 décimètres, mais plutôt parce que il va utiliser cette unité pour mesurer d'autres. C'est la même chose pour la concurrence pure et parfaite. On l'étudie simplement pour avoir une idée sur les autres structures de marché. Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, les autres, d'autres questions, d'autres interventions, d'autres remarques? Monsieur, Oui, mademoiselle. سامحني بربي. يعيشك. fonction de demande. أنا حكيت فيها دي تيب معناها ساعات يبدا النومبر ايدونتيك نعملوه بلاصة وكي يبدا نون ايدونتيك نعملو على البري دو مارشي والبري دو ريزيرفاسيون ببار. Absolument, oui. الفونكسيون نتاع الديريفي وقتاش نستعملوها؟ La dérivée, on l'utilise pour déterminer l'allure de la droite de demande. C'est-à-dire, déjà on a fait ça au niveau de démarrage de la séance pour vérifier si la demande vérifie la loi de la demande, vérifie la loi de la demande, bien sûr. Si la dérivée de la fonction de demande est inférieure à 0, on va dire que la demande est vérifiée. La loi de la demande est vérifiée. Si ce n'est pas le cas, on va dire que la loi de la demande n'est pas vérifiée. Et donc, on ne peut pas réellement vérifier la loi de la demande. Donc, la dérivée va servir pour montrer si la fonction de demande vérifie la loi de la demande. Est-ce que c'est clair? Merci. Merci. Je vous en prie. Bien, donc si on a tout fait, on va s'arrêter à ce niveau-là. J'espère que cette séance vous a apporté des éclaircissements. N'hésitez jamais à poser des questions. L'enregistrement vous sera disponible sous peu. Vous pouvez bien sûr le consulter. Il y a aussi l'enregistrement de l'autre groupe où vous pouvez trouver d'autres informations. Donc je vous invite bien sûr à les consulter les deux. Je reste à votre disposition. N'hésitez jamais à me contacter et passez une très agréable soirée. Merci et à la prochaine, bien sûr. Bonsoir, merci. Merci.